Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'interview à la une, l'émission de la rédaction de Nice Matin en partenariat avec Radio Émotion, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Frédéric Maurice, c'est le chef de l'édition de Nice Matin. Bonjour Frédéric. Bonjour Denis. Notre invitée aujourd'hui, Alexandra Martin, la députée Les Républicains de la 8e circonscription des Alpes-Maritimes. Bonjour Alexandra Martin. Bonjour messieurs. L'actualité, c'est le mouvement de colère des agriculteurs. Ce mouvement prend de l'ampleur. Les agriculteurs, est-ce que vous les soutenez sans réserve ? Oui, bien sûr. Je les soutiens sans réserve. Nous les soutenons sans réserve depuis longtemps, que ce soit au niveau européen avec François-Xavier Bellamy, qui depuis 2020 se bat quotidiennement pour éviter cette politique de décroissance que l'Europe a voulu mettre en place sous le sceau de l'écologie, et avec comme tête de proue Pascal Canfin, qui est le président de la commission environnement au Parlement européen et qui est un macroniste. Et c'est donc le groupe de François-Xavier Bellamy qui a réussi notamment à éviter, par exemple, le gel de 10% des terres à l'échelle européenne, ce qui aurait été une catastrophe et ce qui aurait ajouté au désarroi des agriculteurs aujourd'hui. Donc oui, nous devons les soutenir. David Lisnard aussi les soutient depuis très longtemps. Il a publié des tribunes il y a déjà 2 ans. C'est un mouvement qui gronde et voilà, aujourd'hui, il explose et c'est bien normal. Quand le gouvernement dit qu'il soutient les agriculteurs à Paris comme à Bruxelles, c'est faux. C'est faux, absolument faux. Le gouvernement, je vous l'ai dit, est représenté au Parlement européen par des eurodéputés qui ont voté pour la décroissance écologique, donc pour l'ajout de normes drastiques pour défendre l'environnement. Mais je crois que nos agriculteurs savent parfaitement comment défendre l'environnement, comment défendre nos paysages. Et puis en plus, la France surajoute à ces normes des contraintes encore plus importantes et qui asphyxient totalement les agriculteurs français. Mais sur l'Europe, il y a quand même un problème parce qu'en fait, on a l'impression à vous entendre que l'Europe est aux mains des écologistes sans restriction. L'Europe est quand même, la majorité est quand même PPE, quoi, le Parti populaire européen, c'est-à-dire la droite dans laquelle s'inscrivent les Républicains. Donc l'Europe n'est pas aux mains de Pascal Canfin, contrairement à ce que vous dites. Alors, en l'occurrence, sur le sujet de la stratégie de la ferme à la fourchette, il y a eu une majorité de circonstances qui s'est réunie entre les écologistes, la gauche et les macronistes. Et je dois dire aussi que ce qu'il s'est passé, c'est que le Rassemblement national a été totalement absent des discussions, totalement absent du travail qui devait être mené au Parlement européen, totalement absent dans des causes qu'aujourd'hui, voilà, ils semblent porter en eux, mais en fait qu'ils découvrent. Voilà, Jordan Bardella, c'est la première fois qu'il a été dans une ferme. Alors justement, quand Jordan Bardella enfile des bottes et va à la rencontre des agriculteurs, c'est de la mise en scène ? Oui, c'est de la mise en scène. C'est de la mise en scène comparée à un François-Xavier Bellamy qui, lui, travaille vraiment depuis des années pour défendre la cause agricole à Bruxelles et qui obtient d'ailleurs des résultats, comme je vous l'ai dit. Alors, sur François-Xavier Bellamy, peut-être une explication. Pourquoi s'oppose-t-il à tous les textes de libre-échange, encore une fois portés par le PPE, alors que ici, à Cannes, vous êtes élu à Cannes, oui. Vous avez un maire qui est un chantre du libéralisme, du laisser-faire, de permettre aux entrepreneurs de s'exprimer le plus librement possible. Finalement, ces traités-là que dénoncent les agriculteurs, François-Xavier Bellamy et son groupe ne les votent pas. Donc on a l'impression qu'il y a quand même une différence entre le discours sur le libéralisme et puis après un ultra-protectionnisme en réalité des Républicains aujourd'hui. Le libéralisme, ce n'est pas le laisser-faire. Le libéralisme, c'est effectivement laisser en responsabilité les agriculteurs gérer leurs terres, comme je viens de le dire. Mais c'est aussi encadrer. Quand on signe un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui nous ramène par bateau des agneaux qui sont traités dans de l'azote ou du lait en poudre, donc qui ont fait le tour du monde et que l'on va manger après
après que le bilan carbone ait été bien plus élevé que les agriculteurs qui élèvent des agneaux. Bon, voilà, je pense qu'il y a un juste équilibre et que la liberté ne veut pas dire que l'on doit tout laisser faire. Et en l'occurrence, là, on marche sur la tête et c'est totalement contradictoire avec les effets voulus. Très bien. Jeudi, le Conseil constitutionnel a censuré plus d'un tiers de la loi immigration. Les Républicains, qui sont pour beaucoup à l'origine de la rédaction de cette loi, sont-ils les dindons de la farce ? Malheureusement, les dindons de la farce, mais bon, je n'aurais pas employé cette expression, mais c'est vous qui le faites, ce sont les Français. Les Français qui ont, dans leur très grande majorité, accorder leur confiance dans les articles que nous avons ajoutés. Très rapidement, un projet de loi arrive du gouvernement qui ouvre encore plus les vannes de l'immigration massive. Le Sénat vient le renforcer et le modifier totalement. Le projet de loi arrive à l'Assemblée nationale. La commission des lois, présidée par un macroniste, détricote totalement ce que le Sénat avait fait. Nous rejetons ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Nous allons en commission mixte paritaire, choix d'Emmanuel Macron, et là, nous négocions pied à pied plus de 32 articles qui sont des articles voulus majoritairement par les Français. Tous ces articles, 32 articles, ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Et là où moi je m'insurge le plus, c'est que ce n'est pas sur le fond que le Conseil constitutionnel a jugé. Il a jugé des articles cavaliers. Alors cavalier, pour les gens qui nous écoutent et qui vont nous lire, ça veut dire que ça n'a pas de lien direct ou indirect avec la nature du projet de loi ou de la proposition de loi. Dites-moi en quoi le délit de séjour illégal n'a pas de lien direct ou indirect avec l'immigration, ou encore la restriction du droit du sol. En quoi ça n'a pas de lien direct ou indirect avec l'immigration. Et ça, je pourrais le faire sur les 32 articles. Voilà. Tout le monde s'attendait à ce que tous ces articles soient censurés par le Conseil constitutionnel. Donc ça voulait dire quand même que les gens qui connaissent un petit peu le fonctionnement de la fabrique de la loi savaient très bien que ça ne passerait pas le Conseil constitutionnel. Donc est-ce que c'est pas un travail un peu d'amateur ? Non, pas du tout. Sur la constitutionnalité des articles, nous avons fait un travail très précis. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel, sur le fond, a censuré, je crois, 3 articles de mémoire. Sur l'idée de rejeter des articles cavaliers, ça c'est autre chose. Et là, les juges du Conseil constitutionnel, pour moi, n'ont pas jugé en conscience, ils doivent juger en droit. Et c'est très grave. Et Emmanuel Macron a fait preuve d'un double jeu dans cette histoire, d'un double jeu et de malhonnêteté, parce qu'il savait dès le départ, alors qu'il a demandé à sa majorité de voter le texte de loi sorti de la commission mixte paritaire, qu'ils ont accepté toutes les modifications que nous avons apportées dans le projet de loi, le soir même, il annonce saisir lui-même, ce qui est la première fois sous la Ve République, de la part d'un président de la République, il annonce lui-même saisir le Conseil constitutionnel. Et mieux, quelques jours après, il demande au secrétariat général de l'Élysée de fournir un mémoire sur 20 articles pour les démolir. Donc pour moi, c'est de la duplicité. C'est vraiment mentir aux Français. Et c'est très grave ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Est-ce qu'il faut une nouvelle loi immigration ? Est-ce qu'il faut une réforme constitutionnelle ? Alors les deux, mon capitaine. Ouais. Nous pensons que puisque 32 articles ont été jugés cavaliers, eh bien qu'il faut les remettre dans un nouveau projet de loi ou dans une proposition de loi. Si le gouvernement ne le fait pas, nous le ferons nous. Et puis il faut un projet de réforme constitutionnelle, ça nous le disons, Éric Ciotti le dit depuis longtemps. C'est le seul moyen de garantir une vraie politique migratoire et rendre la France souveraine en matière de politique migratoire. Alors moi je dis que le 5 mars prochain, nous allons être convoqués à Versailles en congrès pour évoquer l'IVG dans la Constitution. Eh bien, profitons de ce moment où les deux chambres vont être réunies pour proposer une réforme de la Constitution sur l'immigration. Alors justement, le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est dit cette semaine opposé à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Alors bon, moi je ne suis pas là pour commenter ce que dit Gérard Larcher, mais c'est une personnalité assez importante pour que je puisse dire que Gérard Larcher a dit cela, mais ça ne veut pas dire qu'il est contre l'IVG. Il a même riposté c'est une en voix disant forte au sein des Républicains, hein, Gérard Larcher. Tout à fait, c'est une voix forte. Bon, c'est technique en fait ce qu'il a dit, et il ne faut pas que les Français imaginent que le président du Sénat est contre l'IVG. Bien au contraire, il dit que la loi qui a été portée par Simone Veil, votée en 1975, instaure un
équilibre précieux et solide entre le droit de la femme à disposer de son corps et la dignité de l'enfant à naître. C'est tout ce qu'il a dit. Moi, personnellement, je voterai bien sûr l'inscription de l'IVG telle qu'il nous a été proposée par le gouvernement dans la Constitution, bien sûr. Je le ferai, c'est un droit fondamental. Mais je crois que Simone Veil avait bien rédigé sa loi pour qu'on ne puisse plus jamais revenir sur ce droit fondamental. Est-ce que c'est pas cette déclaration de Gérard Larcher un message maladroit qui risque de compliquer encore davantage la vie des Républicains et de ringardiser, continuer à ringardiser le parti ? Je crois que ce qui a été peut-être mal compris, c'est que son propos, comme je vous l'ai dit, était technique. C'était de la technique constitutionnelle et qu'il ne faut pas en faire une prise de position. Et vous verrez mardi prochain, lors du vote solennel à l'Assemblée nationale, que le groupe Les Républicains sera dans sa grande majorité favorable à l'inscription. Après, chacun doit avoir sa conscience aussi dans un sujet sociétal aussi important. Frédéric. L'Assemblée nationale a décidé cette semaine de revaloriser de 300 € par mois l'avance de frais de mandat des députés. C'est à peu près 5,4% d'augmentation. Alors pour répondre officiellement à la hausse des prix auxquels sont confrontés les députés dans l'exercice de leur mandat, on est d'accord qu'il ne s'agit pas de rémunération, mais seulement de remboursement de frais. Mais pour autant, est-ce que le message envoyé n'est pas anachronique au vu des difficultés qu'ont les Français aujourd'hui à boucler leur fin de mois ? Oui, je comprends parfaitement que ce message puisse être très mal interprété, que c'était certainement pas le moment. Voilà. Après, comme vous l'avez dit très justement, et je tiens à le redire, il ne s'agit pas d'augmenter l'indemnité que nous touchons, sur laquelle nous payons des impôts comme tous les Français, mais les avances de frais de mandat qui nous permettent de louer nos permanences, de les aménager, d'acheter des journaux, de faire fonctionner notre vie de parlementaire. Mais oui, effectivement, c'était certainement pas le bon moment. Mercredi, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal prononcera son discours de politique générale. Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors écoutez, déjà, il nous a déjà annoncé que de toute façon, il n'y aurait pas de vote de confiance derrière, donc j'en attends pas grand-chose. Je crois que dans son exercice de grand rendez-vous avec les Français, qui a été en fait une grande conférence de presse, le président de la République a largement devancé son Premier ministre. Bon, j'en attends pas grand-chose. Je crois que Gabriel Attal, pour moi, c'est le symptôme le plus avancé de ces années macronistes qui sont en fait des années de communication. Et Gabriel Attal est certainement le Premier ministre qui fera le plus d'ultra-communication. Donc voilà, ce que nous attendons, comme tous les Français, c'est de l'action et plus de la communication. Est-ce que les Républicains peuvent résister encore longtemps au macronisme ? On a vu que le nouveau gouvernement comprend de nombreux anciens ex-LR. Pour moi, le macronisme, c'est un opportunisme. Parce qu'il n'y a pas de ligne idéologique, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de vision. Le macronisme, il est quasiment derrière nous. Il faut se projeter maintenant vers l'avenir et vous verrez que les mois passant, tous ces transfuges de la droite, Darmanin, la dernière en date, Rachida Dati, vont se tourner aussi vers l'avenir et que le macronisme restera dans l'histoire un grand moment de vide idéologique. Donc il faut se tourner vers l'avenir, c'est ce que nous faisons avec les Républicains, c'est ce que nous faisons avec Nouvelle Énergie et David Lisnard pour construire une offre alternative qui soit bien comprise par les Français, qui soit crédible, sérieuse et qui amène un nouveau souffle, de l'espérance. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le pessimisme le plus noir. Ce que nous voulons nous amener, c'est une nouvelle espérance française. Rachida Dati, c'est une traître ? Oui. Ah, moi, là, je suis très claire là-dessus. Je ne fais pas de langue de bois. Ah oui, parce que... vous savez, moi, je fais partie du comité, du bureau politique. C'est là, non, vraiment traître. Oui, moi, je fais partie du bureau politique des Républicains et de la Commission nationale d'investiture. Donc, j'ai eu l'occasion de la croiser souvent. Non, mais il fallait voir à quel point elle vilipendait et avec quelle force le macronisme. Bon, se retrouver aujourd'hui dans le gouvernement, non, ça n'a pas de sens. Et ça fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Les Français ont besoin de retrouver confiance en leurs élus et c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Alors, on reviendra tout à l'heure à la politique et aux Républicains, mais on va s'intéresser dans le détail à votre travail parlementaire. Vous avez déposé en novembre 2022 une proposition de loi concernant la délinquance des mineurs. Qu'est-ce que vous souhaitez voir évoluer dans la loi et où en est cette proposition ? D'abord, nous avons constaté avec David Lisnard, avec qui j'ai co-rédigé cette proposition de loi, nous avons posé un diagnostic.
avec notamment aussi le pédopsychiatre Maurice Berger, avec qui David Lisnard avait écrit une tribune, que la violence est de plus en plus importante dans notre société et qu'elle est le fait de jeunes de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. En cause, la drogue, le trafic de drogue, l'immigration, le communautarisme. Des jeunes qui répondent davantage à la règle de leur clan qu'à la règle de la société. Ils sont dans la loi du plus fort. Malheureusement, ils ne respectent pas en ça ni les juges ni la police. Donc, on est à un carrefour, à un moment où il faut faire évoluer la législation pénale des mineurs, et c'est ce que nous avons voulu faire dans cette loi que j'ai déposée dès le mois d'octobre 2022, donc bien avant les émeutes, et qui dit à partir de l'âge de 13 ans, on peut lever l'excuse de minorité dans les cas les plus graves, de crimes notamment. Le juge aurait cette opportunité. On baisse l'atténuation de la peine à 20% et non plus à 50% de la peine encourue par les adultes. Et surtout, aussi, on a intégré une responsabilité pénale des parents. Donc on était bien en avance par rapport à tout ce que nous entendons aujourd'hui depuis les émeutes. Et moi, je suis particulièrement choquée de ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse, qui a déculpabilisé et légitimé ces jeunes émeutiers qui avaient 14, 15, 16 ans, qui étaient d'ailleurs encadrés par des adultes, en imaginant que cette violence, elle était en eux parce qu'ils n'étaient pas partis à la plage ou en vacances. Alors justement, Elisabeth Borne, avant de partir de Matignon, a apporté des réponses après les émeutes, notamment sur la responsabilité des parents. Ces réponses, elles sont insuffisantes? Oui, elles sont insuffisantes. Alors c'est bien, c'est déjà effectivement une avancée. Il faut toujours saluer quand ça va dans le bon sens. C'est insuffisant parce que, vous savez, le docteur Maurice Berger, il dit une chose, moi, qui m'a marqué, qui est de bon sens, c'est que les enfants, parce que ce sont des enfants à 12 ans, à 13 ans, les préadolescents, ils ne réagiront que s'ils ont le sentiment que ce qu'ils font va atteindre leurs parents. Et leur mère, en l'occurrence, quand il s'agit de familles monoparentales. Donc, il faut effectivement que on puisse atteindre les parents, les responsabiliser davantage, les aider aussi dans la parentalité, parce qu'il ne s'agit pas que d'être répressif. Il faut aussi avancer dans la parentalité. On n'est pas parent de façon innée. Il faut l'apprendre aussi. Mais je crois qu'il y a beaucoup à faire. Et cette proposition de loi, je suis dans l'opposition, donc je n'ai pas pu la mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, mais je l'ai découpée en amendements et je les ai proposés lors de la discussion sur le projet de loi justice. J'ai pu les exprimer dans l'hémicycle et lorsque j'ai évoqué ces sujets, j'ai eu du garde des Sceaux un avis très défavorable. C'est là où on voit que franchement, ils sont totalement hors sol, quoi, dans le clan d'Emmanuel Macron. Frédéric. Nous proposons à présent de regarder un sujet qui a été tourné à Nice par Tristan Gasparot, journaliste à Radio Émotion, et vous proposera de réagir par la suite. Madame la députée, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du harcèlement scolaire. Je vais vous faire écouter 2 témoignages de jeunes niçoises qui ont été victimes de ce problème plus jeunes durant leur scolarité. Je vous laisse les écouter. Bonjour, je m'appelle Mathilde Laurent, j'ai 17 ans, je suis au lycée. Quand j'étais petite, en CM1, je me suis fait harceler parce que j'avais des taches sur le corps dues à une maladie. Donc on m'a harcelée en me disant que j'étais une vache et que ma place était dans une ferme et pas dans une école. Ça m'a fait énormément complexer sur mon corps pendant très longtemps. Je me suis beaucoup couverte pour pas qu'on voit mes taches. Et surtout je me sentais très mal dans ma peau, je me disais que c'était pas normal et que j'étais pas comme les autres élèves, je me suis sentie vraiment différente. Et après maintenant ça va mieux parce que j'ai des gens autour de moi qui m'entourent et qui me font me sentir belle même si je suis différente des autres. Moi je m'appelle Prune et j'ai été victime d'harcèlement la première fois quand j'étais en primaire. Donc j'étais une enfant plus ronde que les autres, entre guillemets, et j'ai subi beaucoup de moqueries par rapport à ça. Donc c'est des séquelles qui me marquent encore aujourd'hui parce que j'ai encore du mal à me sentir bien dans ma peau. Je me suis fait encore harceler une seconde fois, j'étais en 4e et j'ai vécu une période très difficile dans ma vie avec beaucoup de tristesse, d'angoisse, tout ça. Et encore aujourd'hui, j'en paye les conséquences parce que ça a déclenché une phobie scolaire. J'ai raté des cours et j'ai encore du mal à regagner un niveau correct. Madame Martin, vous venez d'écouter le témoignage de Mathilde Desprunes. Alors le harcèlement scolaire, c'est un problème qui touche un jeune sur 5 selon l'IFOP. Est-ce que vous avez des solutions ou des pistes de réflexion pour lutter contre ce fléau ? C'est un sujet qui vous touche à cœur. Oui, beaucoup. Vous avez demandé l'inscription comme grande cause nationale 2024.
la lutte contre le harcèlement scolaire. Absolument, oui. Quand on entend les témoignages de ces 2 jeunes filles, elles ont la gorge nouée et on les comprend. Elles vont avoir des séquelles qui peuvent durer longtemps. Et vous savez, ce phénomène de violence dont on a parlé, en fait, on se rend compte qu'on le retrouve dans différentes strates de la société et dans tous les domaines. Et à l'école. Et l'école doit être un lieu sanctuarisé où on doit se sentir bien. Et on ne doit pas se sentir menacé. Alors nous avons, avec Michel Tabarot, créé un groupe d'études au sein du groupe Les Républicains sur le harcèlement scolaire. J'ai effectivement déposé cette proposition de loi au moment où M. Papendiaï était ministre de l'Éducation. Et j'y suis revenue lorsque Gabriel Attal a fait ses 4 mois au ministère de l'Éducation. Alors, Gabriel Attal, dès qu'il est arrivé, il en a fait sa cause, c'est très bien. Il a annoncé beaucoup de choses, mais il est très vite passé à autre chose. Hein. Même dans les 4 petits mois qu'il a passé au ministère de l'Éducation, il est très vite passé derrière à autre chose. Et aujourd'hui, moi, ce que je dis surtout, c'est que il faut arrêter là aussi avec les incantations, il faut agir parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent. Les professeurs aussi souffrent, les chefs d'établissement. Donc moi, j'ai fait des propositions à Gabriel Attal lorsqu'il était ministre de l'Éducation, des propositions, en regardant aussi ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, des propositions d'abord de changer systématiquement de culture éducative. Il ne s'agit pas d'un cours de bienveillance pour changer la façon dont on voit le parcours scolaire d'un élève, des propositions pour que les parents soient davantage intégrés, en fait, aussi, dès le primaire, pour que dès le primaire, on apprenne aux enfants l'égalité entre les hommes et les femmes, effectivement, la bienveillance, etc., que les établissements primaires puissent avoir un projet pédagogique autour du harcèlement scolaire, en incluant les parents. Que l'on puisse aussi avoir au niveau du primaire un système de psychologues, d'assistants sociaux qui n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a pas de vie scolaire aujourd'hui en primaire comme ça existe au collège ou au lycée. C'est pas pire au collège, le harcèlement ? Alors ça commence en primaire, hein, je peux vous assurer, ça commence très tôt. Mais le collège, effectivement, est certainement le moment où les jeunes adolescents sont les plus virulents entre eux. Vous-même, vous avez connu ça ? Moi, j'ai connu ça, oui, mais je ne m'en suis rendu compte, en fait, que très tardivement, parce qu'on n'en parlait pas, et puis c'était normal. On s'en plaignait même pas. Aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est que les jeunes osent en parler, parce qu'ils savent maintenant reconnaître eux-mêmes le harcèlement scolaire dont ils sont victimes. Donc, ils osent en parler. Par contre, le problème, c'est qu'ils ne savent pas forcément à qui aller en parler. J'étais encore récemment dans une classe, dans un lycée, la semaine dernière. Le professeur leur a posé la question, alors, si vous êtes victime de harcèlement, vous allez vers qui ? Et la première chose qu'ils ont dit, c'est que ils allaient vers leur père, vers leurs copains, leurs copines. Non, il faut qu'ils aillent vers un adulte. Et il y a encore énormément de choses à faire pour que sur l'ensemble du territoire national, il y ait une façon cohérente de gérer le harcèlement scolaire. Le rectorat ici des Alpes-Maritimes est à la pointe, mais je peux vous assurer que dans d'autres départements, ce n'est pas le cas. Ça ne repose que sur la volonté des chefs d'établissement. Il faut une formation continue des professeurs. Il faut des infirmières. J'ai un collège dans mon canton qui n'a pas encore une infirmière à temps plein. Voilà. Des pistes, il y en a beaucoup et il me faudrait toute la journée pour vous les exposer. Je pense. Alors, vous menez un autre combat, en faveur de l'inclusion des enfants en situation de handicap à l'école. Comment peut-on améliorer la situation ? Oui, j'ai la chance de siéger au sein de la délégation aux droits des enfants. Et au sein de cette délégation, je me mobilise sur ces enfants en situation de handicap et particulièrement les enfants en situation de handicap dit invisible. Tous ces enfants qui souffrent de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, d'autisme, qui sont de plus en plus diagnostiqués, qui sont beaucoup mieux traités maintenant. Mais par contre, les professeurs n'étaient pas formés du tout. Et c'est très compliqué d'avoir des enfants comme ça dans sa classe. Donc, je me suis battue pour que les AESH, vous savez, ces femmes ou ces hommes qui travaillent au quotidien aux côtés des enfants handicapés, puissent avoir un vrai statut, puissent être rémunérés dignement, puissent participer au projet pédagogique, au suivi de l'enfant. Il y a des AESH qui n'ont jamais rencontré les parents des enfants dont elles s'occupent. Tout ça est anormal. Donc, je me concentre sur ces sujets-là et la façon dont les collèges, les lycées et les établissements primaires accueillent ces enfants et doivent s'adapter. C'est une question de moyens, mais c'est surtout une question de formation. Alors, on va revenir à la politique. On va revenir à la politique, puisque vous êtes femme politique aussi. Bien sûr. Comment jugez-vous la présidence d'Éric Ciotti ? Ça fait un peu plus d'1 an qu'il est président des Républicains. Est-ce que c'est un bon président ? Oui. C'est un président qui a
rendu aux Républicains une visibilité sur sa ligne. C'est très important parce que je crois on s'était un peu perdu, voilà. Et il a ramené de la force, de la conviction, de l'autorité aussi. Et ça, c'est important aussi. Vous savez, le passage sur les régimes des retraites nous a fait beaucoup de mal. Et avec la loi immigration, notamment dans le groupe Les Républicains, on a compris qu'il fallait qu'on soit unis, qu'on soit ensemble. Et Éric Ciotti nous a redonné du sens, avec Olivier Marleix aussi également. Vous critiquez toujours Emmanuel Macron en le ramenant en même temps, mais les Républicains, on a l'impression que c'est le parti du en même temps quand même, parfois aussi sur les retraites, sur l'économie, sur le sociétal. Il y a quand même des positions très, très antagonistes parfois, quoi. Donc voilà, l'unité à laquelle travaille Éric Ciotti, c'est quelque chose de très important pour vous? Oui, c'est très important, c'est vital. Alors pourquoi vous consacrez autant d'énergie à Nouvelle Énergie, justement, au parti de David Lisnard? Est-ce que vous ne feriez pas mieux d'apporter toute votre énergie à Éric Ciotti pour conforter sa présidence, plutôt que d'encourager une écurie au sein des Républicains? Et donc on a l'impression parfois qu'on est même dans deux partis différents. J'ai assez d'énergie pour en donner à deux partis politiques dans une complémentarité totale. Mais je voudrais juste revenir 2 secondes sur ce que vous avez dit. Non, il n'y a pas d'incohérence dans notre ligne. Sur le régime des retraites, nous avons été au contraire cohérents. Nous avons eu ce courage et nous avons pris nos responsabilités par rapport à ce que l'on disait depuis toujours. Plus d'un tiers des députés ont voté contre quand même, républicains. Tout à fait, oui, parce que chacun avait dans ses circonscriptions des sociologies différentes. Mais la plupart sont restés sur la ligne des Républicains. Et alors, il n'y a certainement pas de en même tentisme au sein des Républicains. Au contraire, nous sommes sur une ligne et Éric Ciotti nous la rappelle. Sur l'économie, certains sont effectivement partisans du libéralisme et d'autres d'un interventionnisme, d'un étatisme beaucoup plus puissant. Alors, je ne crois pas que le social-étatisme soit légion parmi les députés, les Républicains. Au contraire, nous sommes tous des libéraux avec plus ou moins un curseur. Voilà. Plus ou moins. Moi, ce que je fais, le travail que je fais auprès de David Lisnard dans Nouvelle Énergie, je suis secrétaire général de Nouvelle Énergie, comme je fais partie du bureau politique, je vous le disais, des LR. Pour moi, tout cela est complémentaire. Ce que nous faisons avec David Lisnard dans Nouvelle Énergie, c'est que nous construisons un nouveau corpus sur une ligne libérale, autour des principes de performance publique, d'unité de la nation, de dignité aussi. On ne laisse personne au bord de la route. Et c'est ça le libéralisme que l'on veut promouvoir au sein de Nouvelle Énergie et que David Lisnard fait entendre avec une voix nouvelle. Et une voix nouvelle, mais avec de la cohérence, de la constance. Et moi, c'est ce que j'aime avec David Lisnard, et c'est pour ça que je le soutiens à 100%. Et je suis certaine qu'à la fin, tout le monde sera gagnant. Et que ça va créer une belle alchimie et une belle dynamique pour la droite classique à laquelle nous appartenons tous. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale, des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra, est dans la tourmente, c'est le moins qu'on puisse dire depuis sa nomination. Est-ce qu'elle doit démissionner ? Elle y a pensé, paraît-il. Donc déjà, moi, je trouve que c'est pas un très bon début. Ça prouve qu'elle a eu un moment de faiblesse. Et quand on est ministre, on ne doit pas avoir de moment de faiblesse. Et comme vous l'avez dit, ministre des Sports, de la Jeunesse, des JO, de l'Éducation nationale. Non, mais là aussi, pour des effets d'annonce et pour pouvoir dire que le gouvernement est un gouvernement restreint, je trouve qu'on fait n'importe quoi. Il faut un ministère de plein exercice pour l'éducation, comme pour la jeunesse, le sport et les JO. Comment voulez-vous que cette ministre puisse organiser les JO et en même temps s'occuper de harcèlement scolaire ou de redresser l'éducation nationale qui est totalement déclassée? Peut-on encore nommer un ministre de l'Éducation nationale dont les enfants sont scolarisés dans le privé ? Oui, bien sûr. Moi, ça me choque pas du tout. Aujourd'hui, on a cette liberté de pouvoir mettre nos enfants dans le public et dans le privé. Moi, je l'ai fait aussi, en sens inverse. Mais les expériences sont C'est-à-dire que vos enfants, vous les avez ramenés dans le public, c'est ça ? J'ai ramené mes enfants dans le public, D'accord. oui, parce que mes enfants, justement, avaient besoin d'un autre environnement que celui du privé. Après, ça dépend de l'enfant. C'est-à-dire qu'ils étaient trop préservés de la réalité de la vie, vous pensez, Pas quand du ils étaient dans tout, le parce privé ? qu'on est tout à fait dans la réalité de la vie, hein, dans les écoles privées sous contrat. Là-dessus, il n'y a pas de problème, mais il y a parfois, dans des écoles privées, une recherche de performance qui n'était pas adaptée à mes enfants. Donc, ils ont fait les deux, ils s'en portent pas plus mal. Et il faut là-dessus, là, pour le coup, laisser la liberté aux parents de choisir l'école qui est la mieux adaptée au cas de leur enfant. Alors, pour terminer, Alexandra Martin, on va vous soumettre à la question perso.
Frédéric Maurice. Vous êtes très proche de David Lisnard, maire de Cannes, président fondateur de Nouvelle Énergie. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des divergences avec lui? Est-ce que vous avez des exemples à donner? Écoutez, j'ai pas beaucoup de divergences avec lui. Ça fait 25 ans que je travaille à ses côtés. 25 ans que nous avançons, lui à son échelle, moi à la mienne. C'est un homme de parole. La preuve, voilà, je suis ici aujourd'hui. Nous formons une équipe. Nous formons une équipe très solide. Et je ne pense pas qu'il y ait eu des moments où on a pu avoir des divergences, mais nous discutons beaucoup, nous échangeons beaucoup. Quand je ne suis pas d'accord avec une ligne qu'il peut avoir, on échange, évidemment, mais bon, à la fin, on finit toujours par trouver un accord et je vous assure que c'est pas de la flagornerie ou des éléments de langage, c'est une vraie équipe qui marche dans le même sens et j'en suis très fière. Et on n'a pas, franchement, beaucoup de divergences, bien au contraire. Merci beaucoup Alexandra Martin, merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis, merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation, merci à notre partenaire fidèle Radio Émotion. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'interview à la une. Bonne journée et bon week-end à tous.